Bonsoir Chérif. Après une longue parenthèse économique ces derniers temps, l'invité du 20h enfile à nouveau le costume politique. Entretien ce soir avec le porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Bonsoir Babacar Gaye. Bonsoir Mamoudi Brakan. Le HCCT s'est fait, Ousmane Tanor Dieng intronisé à la présidence de cette nouvelle institution. C'est le retour aux affaires officiellement de l'ancien ministre d'État du président Abdou Diouf. Votre commentaire? Comme vous venez de le dire, il a été intronisé, ce qui me semble être une hérésie dans une démocratie, surtout celle du Sénégal qui avait fini... Il a été installé pour qu'il n'y ait pas de confusion. Oui, mais je saisis au rebond votre qualification. En réalité, le président Macky Sall a intronisé Ousmane Tanor Dieng. C'est vous qui le dites. Non, je reprends exactement ce que vous avez dit. Du tout. J'ai dit Ousmane Tanor Dieng intronisé. Et dans mon entendement, installé. Oui, je comprends qu'il a été intronisé par le président Macky Sall qui, par décret, l'a nommé président intérimaire du Haut Conseil des collectivités territoriales. Parce que vous le savez très bien qu'en général, si c'était pour consolider les institutions, le président Macky Sall l'aurait nommé pour une durée de 5 ans, à charge pour lui de continuer à gérer cette institution comme c'est inscrit dans la loi organique portant organisation, fonctionnement du Haut Conseil des collectivités territoriales. Président intérimaire, dites-vous? Absolument, parce qu'il dépend du bon vouloir du président, du prince. Il ne tient qu'à Macky Sall que de l'enlever quand il veut. Et c'est pourquoi d'ailleurs personne ne comprend comment le président Ousmane Tanor Dieng a accepté une telle offre politique. Le PDS est contre vraiment le HCCT? Nous sommes contre pour la simple et bonne raison que ça n'a pas procédé d'une réflexion inclusive entre les grands acteurs politiques de ce pays. Si on a besoin d'institutions fortes pour promouvoir une bonne décentralisation, je pense qu'il eût été plus judicieux d'accompagner la réflexion autour de l'acte sur la décentralisation, de la mise en place d'un tel organe institutionnel. C'est fait, on a fait le référendum, les Sénégalais ont approuvé le texte du président Macky Sall, un fourre-tout. En tant que républicains, nous sommes obligés de tenir compte de cette décision du peuple sénégalais que nous respectons et considérer qu'aujourd'hui, le Haut Conseil des collectivités locales est devenu dans l'ordre institutionnel de notre pays. Des responsables libéraux y siègent? Ceux qui sont élus y siègent. Donc vous n'êtes pas contre l'institution? Ce n'est pas parce que des Sénégalais qui ont été élus, envoyés par des mandants dans une institution que nous sommes obligés, parce que simplement nous ne sommes pas convaincus de la pertinence du choix, que nous sommes contre. On n'est pas contre en soi, parce que nous avons décidé de participer à l'élection, et la conséquence voudrait que ceux qui sont élus y siègent. Revenons sur une histoire récente, puisque nous parlons d'Ousmane Tanor Dieng. Il a dit il y a quelques jours que le poste de vice-président, que le président Abdoulaye Wade à l'époque voulait créer, et que c'est lui qui était visé. Vous le confirmez? Absolument pas. Je le demande Pourquoi? De manière formelle. Pourquoi vous le dites? Parce qu'en réalité, je pense avoir été aux côtés du président Abdoulaye Wade, et cette question de la vice-présidence était agitée pour donner une possibilité au président Abdoulaye Wade d'assurer une transition assez douce, parce qu'il avait senti que le Sénégal était à la croisée des chemins, surtout au plan démocratique. Cette vice-présidence, de mon point de vue, ne pouvait pas être dédiée à Ousmane Tanor Dieng pour plusieurs raisons. Nous avons pensé qu'il fallait, même si le président Abdoulaye Wade devait quitter le pouvoir, que les libéraux continuent à gérer ce pays. Et à l'époque, en interne, dans un groupe restreint, nous avons pensé que ce vice-président, qui devait être élu en ticket avec le président, devait apporter de la valeur ajoutée électorale aux libéraux. Surtout de la dévolution. Non, pas du du tout. pouvoir. Je dis, Karim était avec nous. Karim ne pouvait pas apporter une valeur ajoutée électorale. Oui. Par contre, il y avait dans les camps des libéraux des forces émergentes qui auraient pu constituer une force tampon pour faire face aux socialistes et communistes. C'était ça la stratégie. Donc Ousmane Tanor Dieng ne pouvait pas être notre homme. Qui était visé alors? L'histoire le dira un jour. Ou quand vous lirez mes mémoires, je les dirai. Ah, vous allez écrire vos mémoires? Absolument. Pour bientôt? Ben écoute, j'y travaille. Mais je pense que aussi bien le président Abdoulaye Wade, aussi bien Karim Wade que les gens ont vu au Gémoni, que Cheikh Diallo, que je prends à témoin, nous avons travaillé à faire de telle sorte que les libéraux restent au pouvoir après Abdoulaye Wade.
Maître Abdoulaye Wade qui appelle les Sénégalais à la résistance parce qu'il trouve que le régime actuel viole les libertés, a plongé le pays dans une situation plus difficile en tout cas quand lui il quittait le pouvoir. Vous souscrivez vraiment à cet appel à la résistance de votre leader? Absolument, pour assumer mon devoir de citoyen, de résister face à l'oppression. C'est pour exercer un droit constitutionnel. Le Sénégal a mis dans le préambule de sa constitution la Déclaration universelle des droits de l'homme, du citoyen. Et à l'article 2 de cette déclaration, il est dit que résister à l'oppression est un devoir du citoyen. Je ne dis même pas un droit, c'est un devoir. Aussi bien la liberté, le droit à la liberté, le droit à l'oppression, la résistance à l'oppression, le droit à la vie, le droit à la propriété, le droit à la sûreté, ce sont des droits naturels. Il appelle à la résistance alors qu'il est dans le foie parisien, alors que son fils Karim Wade est à Doha. Est-ce que cela ne fait pas désordre? Le président Abdoulaye Wade rappelle aux Sénégalais leur devoir citoyen. Qu'il soit à Doha, qu'il soit à Paris, qu'il soit à Honolulu, il est de son devoir en tant qu'humaniste de rappeler aux Sénégalais face à un pouvoir violent, un pouvoir dictatorial, un pouvoir incompétent, un pouvoir oppressif, que les jeunes, que les citoyens résistent à l'oppression. C'est un rappel. Si résistance doit y avoir, c'est au Sénégal et non à Paris ou à Doha. Il peut se faire partout. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans une globalisation. Le discours du président Blair a été tenu à Paris. Pourtant, son écho a été très très fort au Sénégal. C'est ça qui prouve qu'on ne peut plus enfermer les peuples. Bon, il y a l'effet médiatique. Lui-même vous dit, on n'accède pas à la présidence de la République avec le nœud papillon. Il a raison. À qui est destiné ce message? Il s'adresse d'abord à ces leaders qui prétendent demain diriger le Sénégal. Il ne leur demande pas de marcher sur des cadavres. Mais il leur fait comprendre que ça ne peut pas être dans un salon assis, en nœud papillon, qu'on peut accéder au pouvoir en Afrique, surtout dans un pays où le tenant du pouvoir est en train de mettre en place un système dictatorial. Maître Abdoulaye Wade s'adresse à tous ces jeunes leaders. Maître Abdoulaye Wade s'adresse à cette jeunesse qui fonde un grand espoir en ces jeunes, que ce soit Karim Wade, que ce soit Gakou, Khalifa Sall et autres. Il faut, pour qu'ils se mobilisent face à la soldatesque, il faut que ces jeunes comprennent qu'ils ne sont pas moins valeureux que Barthélémy Diaz, ils ne sont pas moins valeureux que Mbaye Niang, ils ne sont pas moins valeureux que tous ces jeunes qui, de 2011 à 2012, ont failli brûler le pays. C'est avec un candidat Karim Wade hors du pays, peut-être parti définitivement, que vous comptez vraiment reconquérir le pouvoir? Mamoudou, oui, je vous pose la question parce que vous avez été le premier à parler de la candidature de Karim Wade comme candidat du PDS. Effectivement, quand je le disais au mois de novembre 2014, peu de cadres du Parti démocratique sénégalais et peu d'observateurs politiques y croyaient. Et aujourd'hui, vous dites quoi? Je dis, il a cette stature d'homme politique, il a acquis un statut d'un prisonnier politique, ce qui l'a beaucoup aidé dans le cadre de son procès. Malheureusement, on était en face d'un pouvoir qui voulait systématiquement le condamner, mais ça a aidé aussi à clarifier le jeu politique au sein du parti, surtout en ce qui concerne l'après Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, Karim Wade est devenu, de mon point de vue, une icône au sein du parti pour avoir le plus enduré de la répression de Macky Sall. Il est plus que jamais votre candidat? Il le reste, il le demeure. Et je demande à ces jeunes qui croient en lui de se préparer et de se battre. Demandez-lui de rentrer d'abord, non? Je le lui ai déjà dit. Ça, c'est une cuisine interne et je la gère au mieux. Et il va rentrer? Il va rentrer, il prendra en charge son destin présidentiel. C'est trop facile de dire il va rentrer. Je ne peux pas donner une date, Mamoudou, pour être honnête avec vous. À l'occasion de la marche de l'opposition qui a été réprimée, l'arrêté Ousmane Ngom, qui a été ministre de l'Intérieur sous le régime libéral, a été mis en cause. Certains demandent son abrogation. Vous êtes de cet avis? De quel avis? L'arrêté Ousmane Ngom, qu'il soit abrogé. Aujourd'hui, j'estime qu'il appartient. Qui interdit les manifestations en centre-ville. Quand on prenait l'arrêté à l'époque, c'était pour éviter justement que le Sénégal bascule dans la violence de manière définitive. Il y avait des velléités insurrectionnelles et c'était connu parce que les mêmes personnes qui aujourd'hui gèrent ce pays avaient déclaré qu'il fallait que Maître Abdoulaye Wade quitte le palais même avant d'aller aux élections. Donc on a pensé que pour protéger les institutions, il fallait tracer une ligne Maginot.
Est-ce que nous sommes dans cette même situation? Je ne le pense pas. Même si on devait garder cet arrêté. Je pense que le Parti démocratique sénégalais a prouvé en 2013, c'était d'ailleurs il y a 3 ans, au mois d'octobre 2013, a prouvé qu'il était capable d'organiser une manifestation sans violence. Nous l'avons fait, on a dépassé la ligne Maginot. Et pourtant, il n'y a pas eu de casse. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, Macky Sall et son régime cherchent à, violenter, à humilier les leaders de l'opposition simplement parce qu'ils sont en train de s'exprimer de manière démocratique. Un itinéraire vous a été proposé. Il ne s'agit pas de proposer un itinéraire, il s'agit de faire respecter les libertés des citoyens qui veulent marcher comme c'est inscrit dans la Constitution. Il appartient au pouvoir de s'organiser comme il s'est organisé pour taper sur les opposants. Il devait s'organiser pour encadrer cette marche et éviter qu'il y ait des grabuges. De manière très claire, l'arrêté Ousmane Ngom, vous êtes pour son abrogation ou son maintien? Écoutez, je ne peux pas, moi, me prononcer là-dessus pour l'instant. Il appartient à Macky Sall, qui le décrié hier, d'en tirer toutes les conséquences politiques. Moustapha Diakhaté, qui est de l'APR, président du groupe parlementaire de la majorité, s'adresse à vous du PDS. Il dit chez nos confrères de Walf, je ne comprends pas la position du PDS qui était le parti au pouvoir et qui puisse se laisser embarquer par des néophytes politiques, des haineux, des rancuniers et des revanchards. Cette question devrait être posée à Macky Sall, à Ousmane Tanor Dieng, quand ils se sont organisés en tant que benno pour faire face à Abdoulaye Wade entre 2011 et 2012. Moustapha Diakhaté est très mal placé pour donner des leçons au Parti démocratique sénégalais. Qui plus est, il ne peut pas décider de notre compagnonnage. C'est à nous de voir quels sont nos intérêts politiques du moment et avec qui nous devons nous allier. Nous nous allions avec des Sénégalais qui étaient récemment fréquentables par Macky Sall, qui en a fait des premiers ministres, qui en a fait des ministres, qui en a fait d'autres responsables. J'estime que ce sont des Sénégalais respectés, respectables, qui aspirent à diriger ce pays. Moustapha Diakhaté devrait avoir du respect pour ces gens-là. Le pétrole et le gaz, l'APR vous renvoie la balle en disant que c'est le président Abdoulaye Wade et le ministre de l'énergie de l'époque, Karim Wade, qui ont signé le contrat accordant le permis de recherche à M. Franck Timis, mais aussi signé le décret qu'ils ont oublié de numéroter dans la précipitation. Vous répondez quoi? C'est faux. Comment ça, c'est faux? C'est le faux. Contrat, vous l'avez signé? Absolument. Oui. Et le décret? Non, je suis formel. Je vais vous dire pourquoi. Le contrat qui a été signé entre Franck Timis, Petrosen, le président Wade, je veux dire en tant que président de la République et son premier ministre, et Karim Wade, ministre de l'énergie, c'était un contrat qui avait une clause de validité qui dépendait d'un décret. Ce décret n'a jamais été pris par le président Abdoulaye Wade. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2012, Franck Timis avait des relations avec d'autres hommes d'affaires, dont l'ancien directeur général de Petrosen, qui a créé African Petroleum Sénégal, le 7 janvier 2012. Qu'est-ce qui s'est passé après avril 2012? Aliou Sall s'est infiltré dans le système, je ne sais pas par qui. Est-ce que c'est Macky Sall qui lui a demandé d'exister en tant qu'homme d'affaires pour qu'il accepte de signer justement un décret après l'existence de Petrotim Sénégal au mois de juillet 2012. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on veut cacher aux Sénégalais? Monsieur Aliou Sall était dans le dossier sous la présidence Wade déjà. Non, je n'ai jamais vu. Il ressort des propos de M. Franck Timis comme de M. Atepa qu'Aliou Sall était là. Vous savez, ni Franck Timis ni Atepa, de mon point de vue, ne me semblent être crédibles aujourd'hui pour confirmer qui était dans quoi. Je vais te dire pourquoi. Aliou Sall a existé dans le pétrole à partir de juillet 2012. Pourquoi le président Macky Sall a attendu que son petit frère soit le représentant de Franck Timis pour signer un décret validant un contrat? Pourquoi on a créé des sociétés offshore pour que le pétrole du Sénégal soit contrôlé par des personnes mais que nous ne connaissons pas? Mais vous avez signé quand même le contrat et vous, vous êtes d'accord dessus. Je termine, oui. C'est clair, je l'ai affirmé. Oui. Je dis, oui. Les questions auxquelles les Sénégalais se posent, ce n'est pas une affaire qui a signé le contrat ou pas. Qui sont les actionnaires de ces sociétés qu'on a créées dans les paradis fiscaux? Qui sont les bénéficiaires économiques? Pourquoi Aliou Sall s'est impliqué dans le pétrole après l'arrivée de son frère au pouvoir? Ce sont ces questions auxquelles il faut donner des réponses. Et pourquoi le décret n'a pas été numéroté? Ce fameux décret vous savez, signé par Maître Abdoulaye Wade et son ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. Il faut comprendre que Karim Wade n'a jamais voulu signer ce décret. Pourquoi? Non, il ne signe pas de décret, Karim. Non, je parle du contrat, autant pour moi. Oui, du contrat. Je dis il n'a jamais voulu signer le contrat. Oui. Et ça, j'en sais beaucoup de choses. Oui.
quand l'affaire est arrivée, Oui. comment les intermédiaires, on les connaît, ils ont pu faire pour convaincre Abdoulaye Wade à signer ce contrat, je ne le sais pas. Par contre, je peux confirmer et affirmer qu'il n'existe pas de décret validant ce contrat. Donc, il est nul. Décret signé, il mais est nul, qui n'a pas de numéro. Il est nul et de Oui. nul effet. Il n'existe pas. En droit, il n'existe pas. Considère qu'il n'existe pas. Le seul contrat qui est valable porte le décret de Macky Sall et au profit de l'ami de son frère. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, tu me parles d'Atepa. Oui. Franck Timis porte plainte. Vous savez pourquoi ils ont porté plainte? Oui. Ils ne veulent pas que la lumière éclate. Ah oui, mais c'est l'occasion Non. d'aller Non, devant la justice non, ça, et de sortir des preuves. C'est le procureur qui est aujourd'hui maître des poursuites. Oui. C'est le juge qui décide. Mais s'il voulait la transparence, Oui. il aurait laissé une commission d'enquête parlementaire s'installer avec des députés de l'opposition pour enquêter sur cette affaire-là. C'est ça qui aurait été plus transparent. Dernière chose, Babacar Gaye, le retour de la peine de mort, certains le réclament, surtout à la suite du meurtre du taximan Ibrahim Samb en fin de semaine dernière. C'est vous qui avez abrogé la peine de mort. Mais nous sommes tout honorés d'en être les abolitionnistes, pour parler plus vrai. C'est un acte humaniste. Je suis contre le retour de la peine de mort pour plusieurs raisons. D'abord, ça ne garantit pas qu'il n'y aura plus de violence. D'abord, ça ne règle pas le problème des souffrances des familles qui ont perdu un être cher. Et ce n'est pas aujourd'hui dans l'air du temps. Ça peut être dissuasif. Hein? Ça ne peut pas dissuader. La preuve, aux États-Unis, oui. Il y a eu plus de 119 personnes qui ont été élargies après un processus d'un procès. Et pourtant, ils étaient condamnés à mort. Qu'est-ce que ça change? On tue tous les jours. Ce qu'il faut faire, c'est lutter contre la violence en essayant de régler les disparités sociales, en essayant de donner des emplois aux jeunes, en essayant de créer l'espoir. Il ne s'agit pas, de mon point de vue, de légiférer, pensant qu'après la législation, la paix viendra. Ces deux jeunes, l'un tué, l'autre le meurtrier, avaient du travail. Ce n'est pas forcément un problème d'emploi ou de chômage, non? Je veux dire, le cas que vous avez évoqué est un épiphénomène par rapport aux différents meurtres qui se passent tous les jours. Il y a des meurtres politiques, on n'en parle pas assez. Il y a eu des meurtres d'agression. Le PDS a souvent été mis en cause. Actuellement, c'est le régime qui est en cause. Et on a libéré quelqu'un qui a tué, on en a fait un député. Et aujourd'hui, on revient pour nous dire est-ce qu'il fallait encore le juger ou pas. C'est ça le problème auquel le Sénégal devrait s'attaquer. Merci Babacar Gaye, porte-parole du Parti démocratique sénégalais. C'est tout, Chérif. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Excellente soirée.